Monsieur l'abbé de Grancey. Alors, ce procès. Gagné! L'arrêt de la Cour vient de nous donner gain de cause sur tous les points et réforme le jugement de première instance. La propriété des anciens bâtiments du couvent reste au chapitre de la cathédrale de Besançon. Mais tout le monde vous croyait perdu. Nous l'étions sans moi. J'ai dit à notre avocat de se retourner à Paris et j'ai pu prendre au moment de la bataille un nouvel avocat auquel nous devons le gain du procès. Un homme extraordinaire. À Besançon. À Besançon? Ah oui, Albert Savarus. Il a passé 5 ou 6 nuits. Il a dévoré les liasses, les dossiers. Il a eu avec moi 7 ou 8 conférences. Enfin, ce monsieur Savarus a réussi à battre complètement le célèbre avocat que nos adversaires étaient allés chercher à Paris. Où donc avez-vous déniché cet avocat? Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. Vous pouvez voir ses fenêtres d'ici. Monsieur Savarus habite rue du Perron. Le jardin de sa maison est murmitoyé avec le vôtre. Non, il n'est pas de la comté. Il est si peu de quelque part qu'on ne sait d'où il est. Qu'est-il? S'il est étranger, par quel hasard est-il venu s'établir à Besançon? C'est une idée bien singulière pour un avocat. Bien singulière, en effet. Merci. Madame, un beau matin, la Malle-Poste a jeté dans l'hôtel national un Parisien qui, après avoir cherché des appartements, se décidait pour le premier étage de Mademoiselle de Galard, rue du Perron. Puis, l'étranger est allé droit à la mairie y déposer une déclaration de domicile réelle et politique. Enfin, il s'est fait inscrire au barreau des avocats près de la cour en présentant des titres en règle et il a mis des cartes chez tous ses nouveaux confrères, chez les conseillers de la cour, chez tous les membres du tribunal, une carte où on lisait Albert Savaron de Savarus. Le nom de Savaron est célèbre. Les Savarons de Savarus sont une des plus vieilles, des plus nobles et des plus riches familles de Belgique. Il est français et troubadour. S'il veut prendre les armes des Savarons de Savarus, il y mettra une barre. La barre est signe de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de Savarus est noble. Assez, Rosalie. Vous avez voulu qu'elle sache sa blason. Elle le sait. Continuez à m'aider. Vous comprenez, dans une ville où tout est classé, défini, connu, casé, chiffré comme à Besançon, Albert Savarus a rencontré nos avocats sans difficulté. Chacun s'est contenté de dire « Voici un pauvre qui ne sait pas son Besançon. Qui diable a pu lui proposer de venir ici et que prétend-il faire ?» Aussi, 3 jours après, plus de Savarus. Il a pris pour domestique le valet de chambre de feu, monsieur Galard, Jérôme, qui sait un peu de cuisine. On a d'autant mieux oublié Albert Savarus que personne ne l'a vu ni rencontré. Il ne va donc pas à la messe. Il y va le dimanche matin à Saint-Jean, mais à la première messe, à 8h. Il se lève tous les matins entre 1h et 2h. Il travaille jusqu'à 8h, il déjeune, il travaille encore. Il se promène dans le jardin, il y fait 50, 60 fois le tour. Il rentre, il dîne et il se couche entre 6 et 7 heures. Oh. Mais comment savez-vous tout cela? D'abord, madame, je demeure rue Neuve, au coin de la rue du Perron. J'ai vu sur la maison où loge ce mystérieux personnage. Et puis, il y a mutuellement des protocoles entre Montigre et Jérôme. Eh bien, comment avez-vous pris un étranger pour avocat? Le premier président a joué le tour à cet avocat de le nommer d'office pour défendre un paysan à peu près imbécile, accusé de faux. Monsieur Savarus fit acquitter ce pauvre homme en prouvant son innocence et en démontrant qu'il avait été l'instrument des vrais coupables. Bon. Dans la situation où nous étions, et surtout devant l'impossibilité où se trouvait monsieur Bardier de venir à Besançon, monsieur de Garcenot nous a donné le conseil de prendre ce monsieur Albert Savarus en nous prédisant le succès. Dès que je l'ai vu, que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui. Et je n'ai pas eu tort. A-t-il donc quelque chose d'extraordinaire? Ah oui. Eh bien, expliquez-nous cela.
La première fois que je l'ai vu, il me reçut dans la première pièce après l'antichambre qu'il a fait peindre en vieux chêne et que j'ai trouvé entièrement tapissé de livres de droit. Ce singulier cadre est vraiment en harmonie avec sa figure car M. Savarus est venu en robe de chambre de mérinos noir, serré par une ceinture en corde rouge, les pantalons rouges, un gilet de flanelle rouge, une calotte rouge. La livrée du diable. Une tête superbe, un cou rond comme celui d'une femme, un front magnifique, séparé par ce sillon profond que les grands projets, les grandes pensées, fortes méditations inscrivent au front des grands hommes. Un teint olivâtre, marbré de taches rouges. Tout le monde dort, il veille. Comme Dieu. Que serais-je devenue s'il avait demeuré ailleurs? Je puis le voir. À quoi pense-t-il? Mais je voudrais le voir de plus près. Comment faire? Donnez-moi ça.
Voici la première fois que je vois mademoiselle si vétilleuse. Vous me faites penser qu'il y a des jours où vous l'êtes plus particulièrement que d'autres. Où allez-vous, ma fille? À Confesse. À cette heure-ci? L'abbé Giroud était occupé le reste de la journée. Il m'a donné rendez-vous à 8h15. Le temps d'y aller. J'espère que le poids de vos péchés ne vous dévore pas trop. C'est Monsieur Giroud. Monsieur Giroud est arrivé. Le vicaire général a raison. Il souffre. Pourquoi cet aigle? Car il a des yeux d'aigle. Est-il venu s'abattre sur Besançon? Je veux tout savoir. Mais comment? Mon petit père, saurais-tu faire des colonnes? Bien sûr, ma chérie. Pourquoi? Parce que j'ai eu une idée, mon petit père chéri. On pourrait profiter de ce vieux tas de pierres, là-bas, près du mur, pour y édifier une belle grotte, sur laquelle on ferait un petit temple façon belvédère. Tu emploierais des colonnes. Ce serait très joli. Et on pourrait y prendre le café. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu as là une très bonne idée, ma chérie. Et puis, ça m'occuperait. Surtout ne dis pas à ma mère d'où te vient cette idée, elle me gronderait. Oh, sois tranquille.
Mon père, il se fait une revue à Besançon. Je crois bien que c'est Monsieur Savarus qui l'édite. Tu devrais bien t'y abonner et la garder chez toi. Car maman ne me la laissera pas lire, mais tu me la prêteras. L'ambitieux par amour, par Aès. En 1823, deux jeunes gens qui s'étaient donné pour thème de voyage de parcourir la Suisse partirent de Lucerne par un bel après-midi d'avril et allaient à Fluchen en se promettant de s'arrêter sur le lac des Quatre Cantons, à tous les lieux célèbres. Ces deux jeunes gens étaient amis dans la véritable acceptation du terme. Par un effet de la volonté paternelle, Léopold était déjà promis à l'étude d'un notaire à Paris. Son esprit de rectitude, sa douceur, le calme de ses sens et de son intelligence garantissaient sa docilité. Le caractère de son compagnon, que nous appellerons Rodolphe, offrait avec le sien un contraste dont l'antagonisme avait sans doute pour effet de resserrer les liens qui les unissaient. Arrêtons-nous ici. Nous voulions faire de Lucerne notre quartier général pour visiter la Suisse. Tu ne trouveras pas mauvais que j'ai changé d'avis et que je reste ici pour garder les manteaux. Tu feras ce que tu voudras, mais pour moi, le voyage est fini. Marinier, virez de bord. Déposez-nous vers ce village, nous allons y déjeuner. Ici ou à Lucerne, il n'y a pas de différence pour que je t'empêche d'obéir à un caprice. L'inconnue s'appelait Fanny Lovelace. Miss Lovelace était venue pour s'établir au bord du lac pour la santé de son père. Ces deux Anglais, arrivés sans autre domestique qu'une petite fille de 14 ans, très attachée à Miss Fanny, qui les servait avec intelligence, s'étaient arrangés avec Madame Bergman, qui leur avait loué l'étage supérieur de leur maison. Le vieux Lovelace, vieillard nonagénaire, très cassé, sortait rarement. Sa fille travaillait pour le faire vivre en traduisant des livres anglais. C'era un bel tempo questo pomeriggio. Ho intravisto due giovani sul lago. Spero, Gina, che il tempo si mantenerà e che potremo fare una passeggiata in barca domani. Oh sì, anche noi, sarebbe meraviglioso. Ce ne sont pas des Anglais. Ce sont des Italiens réfugiés. Des proscrits qui sans doute ont à craindre la police de l'Autriche ou de la Sardaigne. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un espion. Vous êtes des réfugiés, je l'ai deviné. Moi, je suis un Français. Qu'un seul de vos regards a cloué à Gerzan. Nel lago con pietra. Elle m'a manqué. Mais un peu plus haut, il allait au fond de mon cœur. J'ai eu tort. Ne l'accusez pas. Et puis, le bonheur de vous parler vaut bien un coup de stylet. Mais montrez-moi le chemin, il faut que je rentre à l'auberge. N'ayez pas peur, je ne dirai rien. Vous pouvez rentrer ainsi jusque chez vous?
Gina. Gina parle-t-elle français? Oui. Mais ne vous agitez pas. Laissez-moi vous regarder encore un instant, car je serai longtemps sans venir. Francesca était bien l'italienne classique, et celle que l'imagination veut, fait ou rêve les italiennes. Ce qui saisit tout d'abord Rodolphe, ce fut l'élégance et la grâce de la taille, dont la vigueur se trahissait malgré son apparence frêle, tant elle était souple. Une pâleur d'ombre répandue sur la figure accusait un intérêt subit, mais que n'effaçait pas la volupté de 2 yeux humides et d'un bleu velouté. L'impudent Français ne put qu'entrevoir la forme ovale, un peu longue du visage, dont la bouche attristée, entr'ouverte, laissait voir les dents éclatantes entre 2 lèvres fraîches et colorées. La beauté des lignes de ce visage garantissait à Francesca la durée de cette splendeur. Mais ce qui frappa le plus Rodolphe fut l'adorable laisser-aller, la franchise italienne de cette femme qui s'abandonnait totalement à son compagnon. N'y a-t-il pas quelque indiscrétion à vous demander votre âge, cara Francesca? 25 ans, déjà passé. Si quelque chose au monde m'exalterait, ce serait l'espoir de vous obtenir de votre père, en quelque situation de fortune que vous soyez. Belle comme vous êtes, vous me paraissez plus riche que la fille d'un prince. Aussi je tremble en vous faisant l'aveu de sentiments que vous m'avez inspirés. Ils sont éternels. Zitto. Je ne suis pas libre. Je suis mariée depuis 3 ans. Mariée? Oui. Enfant, il y a de l'espoir. Mon mari a... 80 ans? Non, 65. Il s'est fait un masque de vieillard pour déjouer la police. J'ai encore quelques émotions de ce genre et j'en mourrai. Après 20 ans de connaissance seulement, vous saurez quelle est la force de mon cœur. Et de quelle nature sont ses aspirations vers le bonheur. Je vous aime d'une façon unique. Et cet amour sera le principe secret de ma vie. J'en mourrai peut-être. Ah, Français, Français. Ne faudra-t-il pas vous attendre, vous obtenir des mains du temps, mais sachez-le. Si vous êtes sincère dans la parole qui vient de vous échapper, je vous attendrai fidèlement. Sans laisser aucun autre sentiment croître dans mon cœur, rien, aucune fantaisie. Je dois faire une fortune et vous en méritez une splendide.
La nature vous a créée princesse. Faites une brillante carrière. Devenez l'un des hommes remarquables de votre pays. Je le veux. L'illustration est un pont qui peut aider à franchir un abîme. Soyez ambitieux. Il le faut. Je vous crois de hautes et puissantes facultés. Mais servez-vous-en plus pour le bonheur de l'humanité que pour me mériter. Vous en serez plus grand à mes yeux. Voulez-vous aller, signora Lamporani? Vers Lucerne. Qu'avez-vous contre moi? Vous êtes froide et cérémonieuse. C'est vrai. J'ai tort. Il vaut mieux s'expliquer que de garder contre un ami des pensées hostiles ou froides, car vous m'avez prouvé votre amitié. Sachez-le bien, Rodolphe. Je sens en moi la force d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en harmonie avec les idées ou la prescience que j'ai du véritable amour. Je puis aimer comme nous aimons en Italie. Mais je connais mes devoirs. Aucune ivresse ne peut me les faire oublier. Mariée sans consentement à ce pauvre vieillard, je pourrais user de la liberté qu'il me laisse avec tant de générosité. Mes 3 ans de mariage équivalent à une acceptation de la loi conjugale. Aussi la plus violente passion ne me ferait-elle pas émettre, même involontairement, le désir de me trouver libre. Je veux être aimée, attendue avec fidélité, noblesse, ardeur, en ne pouvant accorder qu'une infinie tendresse qui ne dépassera pas l'enceinte du cœur, le terrain permis. Sachez-le bien, mon amour est absolu. Il comporte une obéissance et un respect infini. Monsieur accepte alors le traité. Francesca, une tendresse partagée à mon âge et avec une femme aussi sublime, aussi royalement belle que vous, mais ce sont tous mes désirs exaucés. Si vous saviez de quelle couleur, de quelle poésie vous venez de recouvrir ce magnifique passage. Je veux le savoir. Eh bien, cette heure rayonnera sur ma vie comme un diamant au fond d'une rayon. Ma chère, à jamais chère, n'avez-vous jamais aimé? Jamais. Et vous me permettez de vous aimer, noblement, en attendant tout du ciel. Oui. Voici mon mari sous sa forme naturelle. C'est tout à fait une nouvelle connaissance. Tout à fait. J'ai joué la comédie, je sais parfaitement me grimer. J'ai joué à Paris au temps de l'Empire avec Bourrienne, Madame Murat, Madame d'Abrantès et tutti quanti. Tout ce qu'on s'est donné la peine d'apprendre dans sa jeunesse, même les choses les plus futiles, vous servent. Si ma femme n'avait pas reçu cette éducation virile, un contresens en Italie, il m'eût fallu pour vivre devenir bûcheron. Pauvre Francesca, qui m'eût dit qu'elle me nourrirait un jour. Que avete, Seigneur? Notre bonheur vous attristerait-il? Votre mari est un jeune homme. Il n'a que 65 ans à vous offrir. Mais je vous assure que c'est encore quelque chose de rassurant. Je n'aime pas vous voir plaisanter, avec un amour aussi sain que celui dont les conditions ont été posées par vous. Sitôt.
Ne troublez jamais la tranquillité de ce cher homme, candide comme un enfant, de qui je fais ce que je veux. Il est sous ma protection. Je ne veux pas que vous nous accompagniez à Genève. Genève est une ville à caquetage. Nous partons. Restez ici pendant quelques jours. Quand vous viendrez à Genève, voyez d'abord mon mari. Laissez-vous présenter à moi par lui. Cachons notre inaltérable et profonde affection aux yeux du monde. Je vous aime, vous le savez. Mais voici comment je vous le prouverai. Vous ne surprendrez pas dans ma conduite quoi que ce soit qui puisse réveiller votre jalousie. Le lendemain, Rodolphe apprit au petit jour que les étrangers avaient disparu. L'habitation de Gerzan lui parut dès lors insupportable. Et il alla chercher Vevey par le chemin le plus long. Asseyez-vous ici. Il y a une erreur de nom. Je suis pour le moment princesse Gondolfini. Cette reconnaissance entre Rodolphe et Francesca, pendant cette soirée à la face du monde, fut un de ces points suprêmes qui relient l'amour au passé, qui cloue plus avant au cœur les sentiments réels. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que vous aimiez une femme jeune et belle et qui peut donner quelques jouissances de vanité? Quel est le butor qui ne deviendrait pas un Amadis? Ceci n'est pas la question entre nous. Il faut aimer avec constance, avec persistance et distance, pendant des années, sans autre plaisir que celui de se savoir aimer. Hélas, ne trouvez-vous pas la fidélité dénuée de tout mérite, en me voyant occupé par les travaux d'une ambition dévorante? Croyez-vous que je veuille vous voir échanger un jour le beau nom de princesse Gondolfini pour celui d'un homme qui ne serait rien? Je veux devenir l'un des hommes les plus remarquables de mon pays. Être riche, être grand. Que vous soyez fiers de mon nom, comme de votre nom de Colonna. Je serais bien fâchée de ne pas vous voir de tels sentiments au cœur. Mais ne vous consumez pas trop dans les travaux de l'ambition. Restez jeune. On dit que la politique rend un homme promptement vieux. Francesca, y a-t-il un seul regret dans ton cœur? Partez ce soir. Nous ne nous reverrons plus qu'à Naples.
Rodolphe recommença l'édifice de sa fortune. Et les dieux sont les deux témoins des efforts les plus courageux. Des plus audacieuses tentatives d'un jeune homme doué de qualité, mais à qui jusqu'alors a manqué le secours du dieu des sceaux, le bonheur. Et cet infatigable athlète, soutenu par l'amour, recommence de nouveaux combats, éclairé par un regard toujours ami, un cœur fidèle. Amoureux, priez pour lui. Il ne m'aimera jamais. Mon père a des contestations à sa terre de Rouxey. J'irai. Et s'il n'y a pas de procès, j'en ferai naître et il viendra dans notre salon. Mariette et Jérôme. Mariette, Jérôme a-t-il la confiance de son maître? Je ne sais pas, mademoiselle. Ne faites pas l'innocente. Vous vous êtes laissé embrasser cette nuit dans le kiosque. Je ne m'étonne plus maintenant si vous approuviez tant ma mère à propos des embellissements qu'elle y projetait. Rassurez-vous, je ne vous veux pas de mal. Je ne dirai pas un mot à ma mère et vous pourrez voir Jérôme tant que vous le voudrez. Mademoiselle, c'est en tout bien tout honneur. Jérôme n'a d'autre intention que celle de m'épouser. Mais alors pourquoi vous donnez des rendez-vous dans le kiosque? Écoutez, Mariette. J'aime aussi. J'aime mon secret toute seule. Je suis après tout l'unique enfant de mon père et de ma mère. Aussi, vous avez plus à espérer de moi que de tout au monde. Certainement, mademoiselle. Vous pouvez compter sur nous à la vie et à la mort. D'abord, silence pour silence. Je ne veux pas épouser Monsieur de Soulas. Mais je veux absolument une certaine chose. Ma protection ne vous appartient qu'à ce prix. Quoi? Je veux voir les lettres que Monsieur Savarus fera mettre à la poste par Jérôme. Mais pourquoi faire? Oh, rien que pour les lire. Vous les jetterez vous-même à la poste après. Cela fera un peu de retard, voilà tout. Mon Dieu, combien y a-t-il de péchés dans tout cela? Elle lit sûrement la revue. Comment amener mon père à consulter la liste des gens à qui on l'envoie? Mon père, crois-tu que notre revue aille à l'étranger? Elle ne fait que commencer. Je parie qu'elle y va. Ce n'est guère possible. Pourrait-il savoir et essayer de trouver les noms des abonnés à l'étranger? J'y vais. J'avais raison. Il n'y a pas encore un abonné dans les pays étrangers. On espère en avoir à Neuchâtel, à Berne, à Genève. On en envoie bien un exemplaire en Italie, mais gratuitement, à une dame milanaise dans sa campagne, sur le lac Majeur, à Belgirate. Son nom? La duchesse d'Argaiolo. La connaissez-vous, mon père? Ah, naturellement, j'en ai entendu parler. Elle est née princesse Solderini. C'est une très grande dame, une Florentine, aussi riche que son mari, qui possède une des plus belles fortunes de la Lombardie. Leur villa sur le lac Majeur est une des curiosités de l'Italie.
À Madame la Duchesse d'Argaiolo, née princesse Soldérina Belgirate. Mon Dieu, c'est elle. Ma chère âme, nous sommes entrés dans la 12e année depuis l'heureuse soirée où, par un regard, la belle duchesse a ratifié les promesses de la proscrite Francesca. Ah, chère, tu as 32 ans, moi j'en ai 35. Le cher duc en a 77, c'est-à-dire à lui seul 10 de plus que nous deux. Il continue à bien se porter. Fais-lui mes compliments et dis-lui que je lui donne encore 3 ans. J'ai besoin de ce temps pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. J'entrerai dans la vraie vie dans ma sphère. Le comte Savaron de Savarus, ambassadeur je ne sais où, pourra épouser une princesse Soldérini, la veuve du duc d'Argaiolo. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois. Quel pianto que ces 11 années. Car nous voici au 22 décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. Voici 11 ans que je crie et que tu rayonnes. Mon Dieu, combien je t'aime. Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances. Un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie. Voici 3 ans que je ne t'ai vu. Et à l'idée d'aller à Belgirate, mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter. Et te voir, entendre cette voix infantile et caressante, embrassée par les yeux ce teint d'ivoire si éclatant et sous lequel on devine ta noble pensée. Admirer tes doigts jouant avec les touches, recevoir toute ton âme et tout ton cœur dans l'accent d'un Oimé ou d'un Alberto. Nous promener dans les orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage. Adieu, mon ange. Tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté, tombée comme un rayon de flambeau de l'espérance qui jusqu'alors me paraissait un feu follet. Comme il l'aime. Écrire ainsi après 11 ans. Mariette, allez jeter cette lettre à la poste. Et dites à Jérôme que je sais tout ce que je voulais savoir. Et qu'il sert fidèlement Monsieur Albert. Nous nous confesserons de nos péchés. Sans dire à qui les lettres appartenaient et où elles allaient. J'ai eu tort. C'est moi la seule coupable. Mademoiselle a pleuré? Oui. Je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçût. Donnez-moi de l'eau bien froide. Nous y voici, monsieur le baron. Voulez-vous venir voir? Voir quoi? Oh, rien. Mais tu es une fille discrète. Nous avons des secrets ensemble. Aussi, je puis te dire ce qui me chiffonne l'esprit. Notre ami Molinier s'est ému depuis 1830 des difficultés entre la commune des Rissets et moi. Précisément à cause de la dent du Billard. Une contestation? Mademoiselle, les gens des Rissets ont depuis longtemps droit de pâture. Or, monsieur de Chantonnay, leur maire, prétend que la dent tout entière leur appartient. Vous comprenez alors que nous ne serions plus chez nous. Si vous cédez devant la République, elle vous dévorera. C'est à vous de menacer les Rissets. C'est ce que je disais hier soir à monsieur le baron. Mon père, j'approuve Molinier. Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la dent du Villard, c'est à vous. Il vous faut agir avec vigueur et obtenir un jugement qui vous mette à l'abri des entreprises de ce Chantonnay. Pourquoi donc auriez-vous peur? Prenez pour avocat le fameux Savarus. Prenez-le promptement avant que ce Chantonnay ne le charge des intérêts de sa commune. Celui qui a gagné la cause du chapitre contre la ville gagnera bien celle des Vadeville contre les Rissets.
Allons à Besançon et n'en revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey et monsieur Savarus. C'est alors que vous pourrez prendre parti. Mais à votre place, je l'aurais déjà fait. Allons, s'il en est ainsi, je le veux bien. Je verrai cet avocat. D'ailleurs, un procès, c'est très amusant. Il jette un intérêt dans la vie. On va et vient, on se démène. Écoutez-moi. Si vous avez monsieur Savarus, vous avez gagné, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Vous ne pouvez avoir monsieur Savarus pour vous que par monsieur de Grancey. Si vous me croyez, parlons ensemble à ce cher abbé sans que ma mère soit de la confidence. Eh bien, soit, puisque tu y tiens, je verrai l'abbé de Grancey. Monsieur l'abbé, il m'est impossible de me charger des intérêts de la maison Watteville. Et vous allez comprendre pourquoi. Mon rôle ici consiste à garder une stricte neutralité. Je ne veux pas prendre couleur et dois rester une énigme jusqu'à la veille de mon élection. Or, plaider pour les Watteville, ce ne serait rien à Paris. Mais ici, où tout se commente, je serai pour tout le monde l'homme du Faubourg Saint-Germain. J'aurais jeté mon père dans un procès. J'aurais tout fait pour t'introduire ici. J'aurais commis des péchés mortels et tu ne viendrais pas dans le salon des Watteville et je n'entendrais pas ta voix si riche. Eh bien, Dieu seul le sait. Je me contentais de petits bonheurs. Te voir, t'entendre, aller au Rouxey avec toi pour me les faire consacrer par ta présence. Je ne voulais pas davantage. Et maintenant, je serai ta femme. L'autre ne t'aime pas. Elle est vieille, d'ailleurs. Elle a plus de 30 ans. Et mon Albert serait malheureux. Je ne laisserai pas une telle infamie s'accomplir. Je serai ta femme. Mariette, je veux toutes les lettres qui viennent d'Italie ou qui y vont, toutes. Mademoiselle, je croyais... J'ai changé d'avis. Sinon... Mon ami, je ne vous enverrai plus de mes nouvelles pendant longtemps, car le duc d'Argaiolo, mon mari, et votre ami s'est alité. Je crains que d'ici n'en soit fatal. Priez pour lui, mon ami, priez pour nous. Francesca, duchesse d'Argaiolo. Il y a 3 semaines que je n'ai pas reçu de lettre. Pourquoi ne m'écrit-elle pas? Pourquoi ne m'écris-tu pas? Pourquoi? Mon ami, le duc d'Argaiolo est mort. Il s'est éteint ce matin dans la paix du Seigneur, après m'avoir fait promettre de vous épouser. Venez vite à Belgherat, j'ai besoin de vous. Francesca.
Madame. Je vous demande de me rendre parole. Je vais me marier avec mademoiselle Rosalie de Watteville à Besançon. Nous ne nous reverrons non plus. Albert Savarus. Vous êtes libre. Adieu, duchesse d'Argaiolo. Il est libre. Je les ai séparés. Je les ai séparés. Il est libre. Je les ai séparés. Écoutez, cher abbé, vous que j'aime autant que mon père, vous avez de l'affection pour mon Albert. Il faut enfin vous l'avouer. J'ai commis des péchés pour être sa femme. Il doit être mon mari. Tenez, lisez. Le mariage de Monsieur le duc de Rétoré, fils de Monsieur le duc de Chaulieu, avec Madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Soldérini, s'est célébré avec beaucoup d'éclat. Des fêtes très nombreuses ont été données à l'occasion de ce mariage dans la ville de Florence. La fortune de la duchesse d'Argaiolo est une des plus considérables d'Italie, car le duc l'avait instituée sa légataire universelle. Celle qu'il aimait s'est mariée. Je les ai séparés. Vous? Mais comment? J'ai intercepté son courrier, j'ai imité son écriture, et j'ai écrit à la duchesse que nous allions nous marier. Mais les crimes purement moraux et qui ne laissent aucune place à la justice humaine sont les plus infâmes, les plus odieux. De tous les crimes ensevelis dans les mystères de la vie privée, le plus déshonorant est celui de briser le cachet d'une lettre ou de la lire subrepticement. Ah, je comprends maintenant pourquoi le vieux prince Soldérini, père de la duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les lettres et le portrait de sa fille. Et votre crime n'aura servi à rien, sinon de plonger un être innocent dans le malheur.
J'ai écrit à Léopolenka, l'ami d'Albert Savarus, pour avoir de ses nouvelles. Il m'a répondu, je vais vous lire sa lettre. Il vous éclairera sur le sort que vous avez réservé à celui que vous prétendez aimer. Hélas, monsieur, il n'est au pouvoir de personne de rendre Albert à la vie de ce monde. Il est novice à la Grande Chartreuse près de Grenoble. Vous savez mieux que moi, qui vient de l'apprendre, que tout meurt sur le seuil de ce cloître. Je connais assez ce noble cœur pour savoir qu'il est victime d'une trame odieuse et pour nous invisible. Madame la duchesse d'Argaiolo, maintenant duchesse de Rétoré, me semble avoir poussé la cruauté bien loin. À Belkirat, où elle n'était plus quand Albert y courut, elle avait laissé des ordres pour faire croire qu'elle habitait Londres. De Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à Naples, et de Naples à Rome, où elle s'engageait avec le duc de Rétoré. Notre pauvre ami n'a jamais pu, même en se trouvant en danger de mort, obtenir une explication de cette femme qui devait avoir je ne sais quoi dans le cœur. S'il avait connu son crime, il aurait pu trouver des moyens de justification. Albert est mort, et bien mort pour le monde. Il a voulu le repos. Espérons que la prière et le profond silence dans lequel il s'est jeté feront son bonheur sur une autre terre. Je veux aller le voir pour lui parler. On ne voit pas les Chartreux. Aucune femme, excepté la reine de France, ne peut pénétrer la Chartreuse. Maintenant qu'il est perdu pour vous, ne voulez-vous pas vous réconcilier avec votre mère en épousant M. Tsoula? Jamais! Mais je suis déjà mariée. Je suis la femme d'Albert. Mon crime a scellé notre union. Rosalie ne devait jamais revoir Albert. Son père est mort et sa mère s'est remariée avec M. Tsoulas, dont elle n'avait pas voulu. Au cours d'un voyage qu'elle fit sur la Loire, la chaudière du bateau explosa et elle fut défigurée à jamais. Elle ne voit plus personne. Elle vit solitaire, en recluse, dans son domaine du Rouxey que lui a laissé son père. Dieu a puni son crime.